Vsevolod Garshin Mikhailovitch. Le signal. Siméon Ivanov était garde-barrière. 10 kilomètres séparaient sa maisonnette de la station la plus rapprochée. Non loin de là se dressait, gigantesque et noire, la cheminée d'une filature. Aucune autre habitation dans le voisinage, sinon quelques cabanes de cantonniers. Siméon Ivanov était un homme maladif et faible. Pendant la guerre contre les Turcs, il fut attaché à un capitaine en qualité d'ordonnance. Après avoir fait leur devoir, ils revinrent tous deux au pays, sans blessure. L'officier congédia son ordonnance et retourna à Saint-Pétersbourg. Quant à Ivanov, il revint à son village, où de tristes nouvelles l'attendaient. Son père était mort, son petit enfant mourant, et sa pauvre femme, épuisée par le labeur et la misère, était sur le point de succomber. Ivanov se mit courageusement à travailler, mais tout semblait se liguer contre lui. Le pauvre petit être qu'ils aimaient tant mourut subitement, malgré leurs soins, laissant après lui un grand vide. Le ménage périclita. Désespérés, les pauvres gens décidèrent de quitter le village et d'aller chercher fortune ailleurs. Un jour qu'Ivanov se trouvait dans un wagon de chemin de fer, il crut reconnaître dans le chef de gare un de ses anciens officiers. Il le regarda longuement. Le chef parut également surpris à la vue de l'ouvrier. Ils se reconnurent. « Ton nom est bien Ivanov ?» lui demanda le chef. « Oui, mon capitaine, » répondit joyeusement Ivanov. « Mais que fais-tu donc par ici, mon vieux ?» Ivanov raconta alors toute son histoire, ses malheurs, sa misère, son désespoir. « Alors, demanda le chef de gare, s'efforçant de cacher son émotion, où vas-tu maintenant ? Oh, je ne sais pas moi-même, mon capitaine. Comment cela, voyons, tu ne sais pas où tu vas ? Parfaitement, mon capitaine, répondit d'une voix tremblante Ivanov. Je ne sais plus où aller. Je voudrais travailler, faire n'importe quoi, pour ne pas mourir de faim. Le chef de gare le regarda avec pitié. Puis, après avoir réfléchi quelques instants, il lui dit d'une voix pleine de douceur. « Écoute-moi, frère, reste ici jusqu'à nouvel ordre. Tu es marié, où se trouve ta femme actuellement ? Elle est domestique chez un négociant de Koursk. Eh bien alors, écris-lui de venir te rejoindre. Je te procurerai un billet gratuit pour elle. Justement, dans quelque temps, une de nos maisonnettes va devenir libre et avec elle, un poste de garde-barrière sera vacant. Je demanderai ce poste pour toi, au chef du personnel. Allez, courage donc, mon vieux, et compte sur moi. » « Oh, comment vous remercier, mon capitaine » s'écria Ivanov dans un élan de reconnaissance. Il s'établit donc à la gare. En attendant le départ de garde-barrière, dont il devait prendre la place, Ivanov cherchait à se rendre utile. Il sciait du bois, apportait de l'eau à la cuisine, balayait le perron de la gare, arrosait les fleurs. Quelques jours après, sa femme arriva. Ivanov mit son mince bagage dans une voiturette à bras et le transporta dans sa nouvelle demeure. La maisonnette était neuve et chaude, avec un jardinet minuscule. Sur les côtés, un lopin de terre, 2 hectares à peine, et au milieu, un grand arbre dont l'ombre couvrait toute la cour. Les pauvres gens furent ravis de leur nouvelle situation. Ils firent 1000 projets plus beaux les uns que les autres. On achèterait un cheval, voire une vache, on revendrait le lait et le beurre en ville. Le bonheur si longuement attendu, si vivement désiré, allait-il enfin se réaliser ? Le lendemain, on remit à Ivanov tous les accessoires du parfait garde-barrière.
2 petits drapeaux, l'un vert, l'autre rouge, des lanternes, un cor, un marteau, des clés anglaises pour les vis des rails, une pelle, un grand balai, une petite brochure où se trouvait indiqué le passage des trains. Au début, Ivanov ne dormait point la nuit. Il lisait attentivement sa brochure et regardait fiévreusement la pendule. 2 heures avant le passage du train, il sortait de sa maison, inspectait minutieusement la voie, essayait les vis, puis s'asseyait sur le seuil de sa porte, l'œil aux aguets, tendant l'oreille au moindre bruit, croyant percevoir à chaque instant le sifflet de la locomotive. Puis, peu à peu, il se fit à son nouveau métier, ses nerfs se calmèrent. Ne savait-il pas déjà par cœur sa brochure? L'été vint. Sa besogne se trouva réduite. Il n'y avait plus de neige à balayer. Et d'ailleurs, les trains sur cette ligne n'étaient pas très nombreux. 2 mois passèrent encore. Ivanov commençait à faire connaissance avec ses collègues, les gardes voisins. L'un d'eux était un grave et silencieux vieillard qui n'attendait que sa retraite. L'autre, le plus rapproché, était jeune, très grand, maigre, pâle et nerveux. La première fois que les 2 voisins se rencontrèrent sur la voie, Ivanov tira humblement sa casquette. « Bonjour, voisin, dit-il. » L'autre le regarda de côté. « Bonjour. » Il tourna le dos et partit sans ajouter un seul mot. Le lendemain, Ivanov rencontra la femme de son étrange voisin. « Eh bien, ma chère, ton mari n'est pas bavard. » La femme ne répondit d'abord rien, puis ayant réfléchi un instant, « De quoi veux-tu qu'il te parle? Chacun ses affaires ici-bas. Que Dieu te soit en aide. » Et elle s'en alla. Cependant, à force de patience et de bonhomie, Ivanov finit par triompher du mauvais vouloir de son collègue. Ils se lièrent insensiblement d'une étroite amitié. Souvent, ils partaient ensemble inspecter la voie, puis s'asseyaient sur l'herbe, la pipe aux lèvres, et se racontaient mutuellement leurs heures et leurs malheurs. Basile parlait peu. Il écoutait surtout. En revanche, Ivanov, né loquace, parlait de tout, de sa femme, de son père, de l'enfant aimé et enlevé trop tard à leur affection, de son village, de sa misère. « Oh oui, voisin, j'ai beaucoup souffert depuis que je suis au monde. Il y a des gens qui ont de la chance, qui vivent heureux, sans souci. Eh bien, moi, qui n'ai jamais fait de mal à personne, rien ne me réussit. » Basile ne répondit rien. Il secoua la cendre de sa pipe contre le rebord du rail, se leva et dit avec un soupir: « C'est pas la chance, voisin, qui est contre nous, mais les hommes. Il n'y a pas au monde de bêtes plus féroces, plus malfaisantes que l'homme. Les loups ne se mangent pas entre eux. Un homme mangerait volontiers un de ses semblables, et tout vivant encore. Bon, les loups ne se gênent pas tant que tu crois. Possible, tout de même, je le répète, que si l'homme n'était pas si cruel, si avide, il y aurait du bonheur sur terre. » Ivanov resta pensif. « Je sais pas, moi. Après tout, c'est possible. En tout cas, si nous sommes malheureux, c'est que Dieu le veut ainsi. » En ce cas, dit rageusement Basile, je n'ai plus rien à ajouter. Si tu veux tout mettre sur le dos du bon Dieu, si tu n'as pas le courage de réagir toi-même contre ta souffrance, c'est qu'alors t'es un chiffon. Il tourna le dos et partit sans un mot d'adieu. Ivanov se leva à son tour. « Voisin, dit-il d'un ton de reproche, pourquoi de si gros mots ?» Mais Basile ne l'entendit plus. Ivanov le regarda fixement jusqu'à ce que la maigre silhouette de son voisin disparût derrière un tournant. Rentré chez lui, Ivanov dit à sa femme:
Quel drôle de corps que notre voisin. Cependant, leur amitié n'eut pas à souffrir de cette brusquerie. Ils se retrouvèrent de nouveau sur la voie, se tendirent les mains et entraînèrent la même conversation. Eh frère, n'étaient les hommes, nous ne passerions pas notre existence dans ces misérables baraques, dit Basile. Mon Dieu, on y peut encore vivre, répondit Ivanov. Bien sûr, mais quel homme tu es vraiment, mon pauvre Siméon. Pour avoir tant vécu, t'as bien peu profité de la vie. T'as peut-être beaucoup regardé, mais t'as bien peu vu. Pense donc quelle existence nous est faite à nous, pauvres gens, que ce soit ici ou ailleurs. On nous suce le sang, tant que nous sommes jeunes et forts. Et une fois devenus vieux, on nous jette au loin, comme des débris inutiles. Combien on te paye par an? Pas grand-chose, à vrai dire, 12 roubles. Moi, j'en ai 13 et demi. Permets-moi de te demander pourquoi cette inégalité? Réglementairement, nous devrions toucher les uns les autres 2 roubles par mois, plus l'éclairage et le chauffage. Qui alors nous donne ces 12 ou 13 roubles? Oui, réponds-moi. Mais tu oses prétendre que l'on peut bien vivre? Comprends-moi bien. Il ne s'agit pas ici des 2 ou 3 malheureux roubles que nous touchons au moins. Le mois dernier, je me trouvais à la station principale. Le directeur de passage s'y trouvait. Je l'ai vu. J'ai eu ce grand honneur. Il monta dans un wagon spécial et regarda par la portière. Oh, je ne resterai pas longtemps ici, vois-tu. Je vais m'en aller devant, moi, n'importe où. Mais où iras-tu? Ici, tu as un foyer, et où il fait chaud, où il fait bon. Tu as un petit coin de terre, ta femme est une bonne travailleuse, dévouée, fidèle. Un coin de terre? Mais tu l'as pas vu, ce fameux coin de terre? Y a rien de rien. Écoute ça, j'avais planté au printemps dernier un peu de choux, lorsqu'un jour le surveillant arrive chez moi. Qu'est-ce que c'est que ça? S'écria-t-il d'une voix rauque. Pourquoi as-tu planté sans demander l'autorisation de tes supérieurs? Allez, enlève-moi cela et vivement. Il était ivre, ajouta mélancoliquement Basile. C'est probablement pour cela que mes choux lui en déplu. 3 roubles d'amende, gronda-t-il, pour terminer. Basile se tut, vida sa pipe, et d'une voix douce. Encore un peu et je le tuais. Eh, voisin, tu t'emballes facilement. Du tout, mon vieux, mais je suis juste, et je veux qu'on le soit avec moi. Bon, qu'il ne revienne pas une seconde fois, cette gueule d'ivrogne, je me plaindrai. Et Basile porta en effet plainte devant le chef. Un jour, le chef du mouvement inspectait la voie, car on attendait incessamment l'arrivée d'une délégation d'ingénieurs et de hauts fonctionnaires de Saint-Pétersbourg. On fit quelques réparations urgentes, on peinturlura les poteaux télégraphiques. Ivanov travailla toute la semaine. Il mit tout en ordre, répara et brossa ses vêtements des jours de fête. La plaque de cuivre qui portait son numéro d'ordre brillait comme un soleil. Basile, de son côté, ne restait pas non plus oisif. Enfin, le grand jour arriva. Le chef du mouvement s'arrêta devant la demeure d'Ivanov. Celui-ci se précipita au-devant de son supérieur et lui fit son rapport militairement. Le chef parut content. « Depuis combien de temps es-tu ici » demanda-t-il. « Depuis le 2 mai, monsieur le chef, » répondit Ivanov. « Merci, c'est bien. Qui est au numéro 64 » Le surveillant, qui se trouvait auprès du chef, lui répondit vivement avec un accent de colère contenue. « C'est Basile Spiridov. »« Ah » ricana le chef, « c'est le fameux gaillard sur lequel vous me fîtes l'an dernier un rapport assez peu flatteur. »« Oui, lui-même, monsieur le chef. »
C'est bien, nous allons le voir, ce terrible Spiridov. Et on se dirigea vers le numéro 64. Ivanov regarda avec angoisse le chef s'éloigner et pensa: Mon Dieu, que va-t-il se passer chez ce pauvre voisin? 2 heures après, il se dirigea vers la maison de Basile. Tout à coup, il vit se dessiner dans le lointain la grande et maigre silhouette de son voisin. Basile avançait lentement, une grosse canne à la main, sac au dos, la joue emmitouflée d'un linge blanc. « Hé, voisin !» lui cria Ivanov de loin. « Où vas-tu » Basile Spiridov s'approcha. Il était méconnaissable. Une pâleur livide couvrait son visage osseux, ses cheveux étaient défaits et ses yeux avaient des lueurs sinistres. « Je vais en ville, à Moscou, à la direction générale, » articula-t-il d'une voix tremblante où se devinaient des larmes. « Ah bah, comment, tu vas porter plainte ? Voyons, mon vieux camarade de grâce, abandonne ces projets fous. Reste avec nous, oublie le mal qu'ils t'ont fait, crois-moi. » Oublier, oh jamais, frère, il est trop tard pour oublier. Tu vois, il m'a frappé au visage, mon sang a coulé. Je m'en souviendrai tant que je vivrai. Mais il apprendra à me connaître. Ivanov le prit par la main. Basile, je t'en supplie, ne te laisse pas aller à des extrémités. Tu n'en seras pas plus heureux. Bon, je le sais bien, tu disais vrai lorsque tu me parlais de la chance. N'importe, si personnellement je ne dois pas en profiter, du moins aurais-je la conscience d'avoir souffert pour la justice et pour la vérité. Enfin, dit Ivanov, raconte-moi comment les choses se sont passées. Ben voici. Le chef inspecta minutieusement tout. Il entra même dans ma baraque. Je savais qu'il serait sévère pour moi, aussi avais-je tout mis en ordre. Il allait se retirer lorsque je lui présentai une plainte écrite. Alors il s'écria tout à coup: « Comment, animal brute, je viens ici faire une inspection officielle et tu oses venir m'ennuyer avec ton sale petit jardin ? Devant toi se trouvent groupés les plus hauts fonctionnaires de l'État et tu oses parler de tes choux ? » Oh, alors là, je ne pus pas me retenir, tu sais, je lâchai mon mot, pas bien gros, mais le chef en fut offensé. Je sentis soudain comme une brûlure sur ma joue. Je ne bougeais pas, comme si cela m'était dû. Alors ils partirent, je revins à moi, je lavai le sang qui me coulait de la bouche et du nez, je partis. « Et ta maison ?» demanda Ivanov. « Ma femme reste, elle sait autant que moi. Et puis après tout, cela m'est bien égal. Que le diable les emporte avec leurs lignes. » Basile se leva, ramassa son sac. « Adieu, camarade, je ne sais pas si la mort me donnera satisfaction, mais... » « Comment, tu vas à pied ?» demanda Ivanov. « Oh, rassure-toi, je connais le chauffeur du train de marchandises. Il me prendra avec lui de cette façon demain, je serai à Moscou. » Les deux hommes s'embrassèrent une dernière fois. Basile partit, on n'entendit plus parler de lui. Sa femme travaillait nuit et jour. Elle était devenue d'une maigreur à faire pitié. Son visage et ses yeux étaient bouffis de larmes. Un jour, Ivanov la rencontra. « Eh bien, voisine, ton mari n'est toujours pas revenu ?» La femme fit un geste désespéré, garda le silence et partit en essuyant furtivement une larme. Siméon Ivanov avait appris dans sa toute première jeunesse à fabriquer des petites flûtes qu'il découpait dans du bois de sureau. Il consacrait à cet innocent plaisir presque tous ses moments de loisir. Quand il en avait fabriqué un certain nombre, il les donnait à un conducteur de ses amis qui se chargeait de les faire écouler en ville à raison de 2 kopecks la pièce. Quelque temps après le départ de Basile, Ivanov quitta sa demeure,
après avoir chargé sa femme de le remplacer au passage du train de 6 heures, prit son coutelas et s'en alla d'un pas tranquille au bois découper ses petites flûtes. À 600 mètres environ de la voie ferrée se trouvait un immense marais presque entièrement couvert de sureaux. Ivanov coupa une dizaine de bâtonnets, les ficela soigneusement et revint vers sa maisonnette sans se presser. Le soleil était déjà bas et le demi-silence de cette heure n'était troublé que par quelques derniers piaillements d'oiseaux et le bruissement du feuillage. Ivanov se rapprochait insensiblement de la voie lorsqu'il crut entendre un bruit semblable à celui que fait le fer en frappant du fer. Ivanov pressa le pas. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» pensa-t-il. Maintenant il se trouvait dans une clairière. Devant lui s'étendait, sur une longueur de plusieurs kilomètres, la voie ferrée, droite et égale, et juste en face de lui, un homme était accroupi, qui semblait très occupé. Ivanov se dirigea doucement vers lui. « C'est encore pour voler des vis, grommela-t-il. Il approche encore, mais déjà troublé et intrigué. L'homme s'est levé, il tient à la main une barre de fer. Soudain il brandit, la place sous le rail, s'appuie fortement sur ce levier improvisé. Le rail bouge et s'en va sur le côté. Ivanov eut un étourdissement. Il voulut crier, mais le son expira sur ses lèvres devenues blêmes. Il venait de reconnaître son camarade Basile, qui maintenant courait de toutes ses forces. « Basile, mon vieil ami, mon frère, reviens au nom du ciel, donne-moi ta barre. Nous avions encore le temps de tout remettre en place. Personne n'en saura rien, je te le jure. Oh, reviens, sauve ton âme d'un tel péché, je t'en conjure. » Mais Basile ne se retourna pas. Il s'engagea dans le bois et disparut bientôt. Ivanov resta comme pétrifié au-dessus du rail dérangé. Ses flûtes étaient tombées à ses pieds. Un train express va passer par cette ligne et rien pour l'arrêter. Son petit drapeau rouge est resté à la maison. Et rien aussi pour remettre le rail en place. Il faut donc courir vers la maison pour chercher les instruments. Mais Dieu lui viendra-t-il en aide? Il se met à courir de toutes ses forces. 500 mètres à peine le séparent encore de la cabane. Le sifflet de la filature voisine déchire l'air, strident et sinistre. Il est 6 heures. Dans 2 minutes, le train va passer. Dieu, sauve l'âme de ces innocents. Oh, les pauvres voyageurs des troisièmes, mais des enfants aussi, sans doute, pauvres petiots. Ils sont là, tranquillement assis, sans penser à rien. Cela les amuse de voyager si vite. Dieu, éclaire-moi. Non, il n'y a plus moyen d'arriver à la maison, de revenir à temps. Ivanov retourne sur ses pas en courant désespérément, sans savoir ce qu'il va faire. Soudain, il saisit une de ses flûtes, puis court plus loin. Il lui semble que la locomotive approche. Il perçoit un vague et lointain sifflement. Les rails ont commencé à trembloter doucement. Plus de force pour courir encore. Ivanov s'arrête à 300 mètres du lieu fatal. Une idée soudaine éclaire son esprit. Il enlève son chapeau, tire de sa poche un grand mouchoir, puis il prend son coutelas, il fait un large signe de croix. « Que Dieu me soit en aide » murmure-t-il. Il se porte un grand coup de coutelas au bras gauche, un peu au-dessus du coude. Le sang jaillit rouge et tiède. Il en imbibe fiévreusement son mouchoir, l'étale largement, le fixe à l'extrémité de sa petite flûte et présente, selon toutes les règles de l'aiguillage, son petit drapeau rouge improvisé.
Il est là, debout, il agite son petit drapeau. On aperçoit déjà non loin la lourde machine. Le mécanicien ne voit pas Ivanov. Et là, s'il s'approche encore, tout est perdu. On ne peut arrêter le monstre si près. Et le sang coule toujours. Ivanov presse son coude ensanglanté contre son flanc. Il le serre de toutes ses forces, mais en vain. J'ai dû couper profondément, pense-t-il. La tête lui tourne. Il ne voit plus très clair. Un bourdonnement sourd crépite dans ses oreilles. Il lui semble entendre le son d'une cloche. Il ne voit plus le train, il n'entend plus aucun bruit, mais une idée fixe, toujours la même, le hante et le torture encore et toujours. Oh, je ne résisterai pas, je tomberai avec le petit drapeau. Dieu, tu ne m'abandonneras pas. Ivanov tomba, et avec lui tomba le petit drapeau de sang. Mais une main le ramassa soudain et le dressa bien haut. Le mécanicien vit le signal, renversa la vapeur et stoppa. On sauta à bas des wagons. Les voyageurs s'attroupèrent pour voir ce qu'il y avait. Par terre gisait un homme tout en sang, sans connaissance. Et près de lui un autre homme, très grand, très maigre, très pâle, tenant fixe à l'extrémité d'un petit morceau de sureau un mouchoir dégouttant de sang. D'un regard, Basile embrassa l'assistance, baissa tristement la tête, puis d'une voix tremblante, « Oli et moi, c'est moi qui ai enlevé le rail. »